On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. Dans l'actualité de ce mercredi 8 décembre, il promet un nouveau départ malgré ses années déjà passées au gouvernement en Allemagne. Olaf Scholz accède à la plus haute marche. Il succède à Angela Merkel comme nouveau chancelier du pays. Plus de 61 000 nouveaux patients atteints du coronavirus en France ces dernières 24 heures. Nouveau record depuis le début de la pandémie. Des interventions chirurgicales non essentielles sont déprogrammées dans de nombreuses régions. L'ONU condamne fermement l'attaque contre des casques bleus au Mali. 7 soldats de la paix de la MINUSMA sont morts dans l'explosion d'une bombe au passage de leur convoi dans la région de Mopti. Après le décès hier déjà d'un casque bleu qui avait succombé à ses blessures. Il est 21 h à Paris. Bienvenue dans Paris Direct. Il est le nouveau visage de l'Allemagne. Désormais, Olaf Scholz à la tête du pays. Il a succédé à Angela Merkel au terme d'une brève cérémonie en début d'après-midi à la chancellerie. Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel. Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9 h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, 3e membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, hériteux notamment du portefeuille des Finances. À 15 h, heure locale, dernière étape symbolique, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie. Je sais que vous vous mettez au travail avec une grande motivation. Alors prenez possession des lieux et travaillez pour le bien de notre pays. C'est mon souhait et je vous souhaite bonne chance. Je suis très reconnaissant de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Je me réjouis de cette nouvelle tâche, je me réjouis de tout le travail à faire ici. Ce sera un nouveau départ pour notre pays. Je veux tout faire pour cela. Le nouveau chancelier l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une journée riche en émotions pour Olaf Scholz, notamment lorsqu'il a raccompagné Angela Merkel à sa voiture. La fin d'une ère en Allemagne. Et Angela Merkel qui s'éclipse donc après 16 années passées à diriger l'Allemagne. Elle égale à 9 jours près le record toujours détenu donc par Helmut Kohl. Retour sur son parcours avec Ethan Nagy. Elle restera dans l'histoire comme la première femme à avoir gouverné l'Allemagne. Une dirigeante calme, rationnelle et prudente, Angela Merkel avait un style bien à elle. L'Allemagne est un pays fort. Nous avons fait tellement de choses et nous pouvons encore faire plus. Figure européenne incontournable, c'est aussi l'une des personnalités préférées des Allemands. Pendant très longtemps, elle a simplement donné aux Allemands un sentiment de sécurité. Ils se disaient « Ok, elle va faire en sorte que rien ne nous arrive ». Et au cours de ses 4 mandats, la chancelière a connu 4 présidents français. Elle a aussi traversé toutes les crises européennes, économiques, migratoires et sanitaires. Je dirais qu'elle a réussi, par son sang-froid, à calmer les esprits et aussi à maintenir la cohésion des Européens. C'est son grand mérite historique. Mais pour les Allemands, son bilan est en demi-teinte. Elle a toujours été bonne dans les crises. Elle a aussi été présente. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui me dérangent un peu. Par exemple, elle ne se soucie pas assez de la politique climatique. Avec 5860 jours à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel manque de peu d'égaler le record de longévité détenu par son mentor Helmut Kohl. Mais une chose est sûre, elle marquera durablement comme lui l'histoire de son pays.
Les contaminations continuent d'augmenter ici en France. C'est même un record, 61 340 nouveaux cas de coronavirus recensés ces dernières 24 heures. Face à l'afflux de patients dans les hôpitaux, le plan blanc est déclenché dans plusieurs régions, dont l'Île-de-France. Concrètement, certaines opérations non urgentes vont donc être déprogrammées, et ce afin d'accueillir des patients atteints du Covid. Un virus plus contagieux, mais avec des symptômes moins sévères. C'est ce qui ressort des premières constatations chez les patients atteints du variant Omicron, d'après le patron de l'OMS. Écoutez. Tous les gouvernements devraient réévaluer et réviser leurs plans nationaux en se basant sur la situation actuelle et sur leurs capacités nationales. Il faut accélérer la couverture vaccinale parmi les populations les plus vulnérables, les plus exposées dans tous les pays. Omicron, dont les effets semblent également neutralisés par la vaccination à ARN messager. D'après Pfizer et BioNTech, leur vaccin est toujours efficace après 3 doses, c'est-à-dire en tenant compte du rappel vaccinal. Ce nouvel attentat à présent au Mali, après la mort hier d'un casque bleu qui avait succombé à ses blessures. La MINUSMA déplore la perte de 7 autres soldats de la paix. 3 sont également grièvement blessés, tous de nationalité togolaise. Leur convoi a été visé par un engin explosif. Anne-Fleur Lespio, vous êtes pour France 24 au Mali. Que s'est-il passé ? Bonsoir, alors cette attaque a eu lieu ce matin entre les localités de Douentza et Sévaré, dans la région de Bandiagara, proche de Mopti, lorsqu'un convoi logistique de la MINUSMA a heurté un engin explosif improvisé sur la route nationale 16, une route où des IED sont régulièrement posés, une route également contrôlée par des groupes djihadistes ainsi que par des milices d'autodéfense qui braquent aussi régulièrement les véhicules qui l'empruntent. Alors dans un communiqué publié par la mission de l'ONU, le représentant spécial et chef de la MINUSMA, M. El Ghassim Ouane, a condamné cette attaque et rappelé avant tout l'urgence de la stabilisation au Mali, une attaque qui alourdit une nouvelle fois le nombre de morts au sein de la mission de l'ONU, puisque la MINUSMA est aujourd'hui l'opération de la paix la plus périlleuse pour les casques bleus, avec plus de 200 soldats tués dans le cadre de la mission de la paix au Mali. Cette attaque, elle intervient, Anne-Laure, alors que la région de Mopti est l'objet d'attaques régulières depuis plusieurs jours. Anne-Fleur. Tout à fait. On sait qu'hier, par exemple, des affrontements ont encore eu lieu dans le même secteur entre des miliciens et des groupes djihadistes faisant plusieurs victimes, des attaques qui se multiplient et qui touchent tous les acteurs du conflit dans le centre du pays, le centre où le contexte sécuritaire continue de se dégrader, le tout sous l'influence de groupes djihadistes, des attaques dont souffrent aussi les populations locales qui sont régulièrement prises pour cible. Pour rappel, vendredi dernier, une trentaine de civils ont été tués et leurs véhicules incendiés par des groupes djihadistes à Songo, dans la région de Mopti, alors qu'ils se trouvaient à bord d'un véhicule qui les conduisait à la foire de Bandiagara, un massacre qui pose la question de la protection des civils face à ces groupes armés qui font pression sur les populations locales. On sait également que ces civils sont par exemple régulièrement arrêtés ou même enlevés jusqu'à ce qu'ils se soumettent aux groupes dits djihadistes qui contrôlent aujourd'hui les 2/3 du territoire malien. Merci Anne-Fleur Lespio avec nous en direct de Bamako. La sécurité dans la bande sahélo-saharienne, c'est l'une des préoccupations communes de l'Algérie et la France. Jean-Yves Le Drian l'a rappelé. En visite à Alger, le ministre français des Affaires étrangères vient renouer les liens après une crise sans précédent dans l'histoire récente. Écoutez-le. Nous souhaitons que le dialogue que nous relançons aujourd'hui puisse conduire à une reprise des échanges politiques entre nos gouvernements en 2022. Au-delà des blessures du passé que nous devons regarder en face, au-delà des malentendus qu'il nous revient de dépasser, je souhaite que nos deux pays reprennent ensemble la voie d'une relation apaisée et puissent regarder vers l'avenir. Pour mémoire, l'Algérie avait rappelé son ambassadeur à Paris et interdit le survol de son territoire aux avions militaires français après des propos jugés déplacés du président français Emmanuel Macron. Gauthier Ribinski revient pour nous sur cet épisode. L'Algérie moderne s'est fondée dans le combat qu'il a opposé à la France et qu'elle a gagné. Alors à partir de là, la question, oui, vous avez rappelé ce qu'a dit Emmanuel Macron, qui était aussi balancé par un certain nombre de, alors au début de son mandat, par un certain nombre de reconnaissances, comme le fait que la colonisation avait été un crime contre l'humanité. Tout récemment, il avait commandé à l'historien Benjamin Stora un rapport qui était extrêmement précis et fin
non seulement sur les responsabilités, mais aussi sur la manière dont ce rapport franco-algérien était complexe. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est finalement extrêmement sensible pour les Algériens, toujours sensible aussi du côté français. On ne peut pas finalement oublier que en ayant ces assertions, le président français a aussi, puisqu'il est président candidat maintenant, ou presque, a aussi essayé de draguer à droite, dans la mesure où ça pouvait plaire à un certain public de droite. Donc, d'une certaine façon, cette passe d'armes, d'abord, elle n'est pas nouvelle. Souvenez-vous, en 2005, un texte avait été voté par le Parlement français qui reconnaissait les bienfaits de la colonisation. À chaque fois qu'il y a ce genre d'assertion, ce genre d'affirmation, évidemment, le pouvoir algérien, mais même aussi parfois la rue algérienne, se braque. Et c'est ça la complexité, parce que ce qu'avait dénoncé Emmanuel Macron, c'est-à-dire ce régime politico-militaire enquisté, entre parenthèses, il ne l'a pas dit, mais c'était ça, profite d'une rente mémorielle, c'est-à-dire qu'il s'organise pour justifier sa présence, et même ses défauts, ou même ses malheurs, par l'existence justement de cette adversité face à la France. Donc, à partir de là, c'est vrai qu'il est compliqué de trouver un apaisement, malgré tout. C'est pour ça que Jean-Yves Le Drian est là-bas et qu'il a été accueilli par son homologue Ramtan Lamamra d'une manière avenante et lui-même disant oui, on va se réconcilier. Et oui, parce que malgré ses propos de défiance, non pas envers les Algériens, mais envers le pouvoir algérien, ce n'était pas évidemment les Algériens eux-mêmes qui étaient visés, eh bien, au-delà de cela, il y a tout de même des intérêts communs. Ces pays ne peuvent pas rester durablement brouillés. Alors, il y a effectivement les intérêts communs, et vous en parliez, c'est la question de la bande sahélienne, mais le risque et la peur de Paris, c'est qu'effectivement, l'Algérie puisse se tourner vers d'autres soutiens, comme on l'a vu récemment avec le Mali, alors peut-être pas de manière aussi expresse et aussi claire, mais il y a cette tentation pour l'Algérie, en tout cas, d'utiliser ce levier. De l'autre côté, quand même, il faut bien reconnaître que côté algérien, cette question, je l'ai un peu mentionné tout à l'heure, mais on l'utilise aussi pour, d'une certaine façon, en faisant allusion à un passé glorieux, recimenter la société algérienne quand elle est divisée. Et c'est de ce fait-là, parfois, que vous avez même une population algérienne qui est totalement consciente, par exemple dans le mouvement Hirak, des défauts et des déficiences du gouvernement, qui malgré tout fait bloc quand il s'agit d'affirmations néocolonialistes, on peut le dire, dans la mesure où elles veulent aussi donner une leçon à l'Algérie. Et c'est ça qui n'est pas passé dans les propos d'Emmanuel Macron, mais ça existe. Et l'apaisement, finalement, si on voulait réfléchir au fond, l'apaisement, ça serait que l'Algérie et la France, sur un pied d'égalité, aient le droit, passez-moi le terme, de s'engueuler copieusement quand il le faut. Et de se critiquer mutuellement sans que ça fasse une affaire d'État qui blesse autant les Algériens et qui blesse aussi une partie des Français. Emmanuel Macron, en déplacement à Vichy, le chef de l'État s'est recueilli devant une stèle érigée en hommage aux 6500 juifs victimes de la rafle du 26 août 1942. Il était notamment en compagnie des époux Klarsfeld, Beate et Serge, défenseurs de la mémoire des déportés ici en France. Moment de recueillement devant la stèle en mémoire aux juifs raflés à Vichy le 26 août 1942. Aux côtés du président de la République, le couple Klarsfeld, inlassable représentant des fils et filles des déportés juifs de France. Emmanuel Macron marque ensuite une autre pause face à la plaque rendant hommage aux 80 parlementaires qui ont refusé de voter les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Cette visite dans ce qui fut la capitale de la France collaborationniste de 1940 à 1944 est seulement la troisième d'un chef de l'État depuis la fin de la guerre. Nous connaissons notre histoire, elle a été établie par les historiennes et les historiens de France et du monde entier sur la base de traces, de preuves qui ont été reconstituées à travers le temps et qui ont permis d'établir une vérité historiographique. Et je pense que ça c'est important, de ne jamais le remettre en cause. Cette histoire, ça n'est pas à Vichy seul de la porter, c'est l'histoire de la France. Et en effet, c'est ce régime de l'État français qui a décidé de collaborer avec l'occupant. De quoi alléger le poids de l'histoire pour la ville et son maire qui demandent que l'on cesse de parler du régime de Vichy. Mais aussi une manière de s'opposer sans le citer au révisionnisme d'Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite à la présidentielle qui affirme à tort depuis des années que le maréchal Pétain aurait sauvé des juifs français. Dans le même temps, on apprenait la démission du gouvernement d'Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, également une peine d'inéligibilité de 3 ans
avec sursis également pour la déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale. Il a été remplacé en fin d'après-midi par Jean-Baptiste Lemoyne, qui conserve par ailleurs ses attributions de ministre délégué en charge du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie. Nommé en juillet 2020, il démissionne 17 mois plus tard. Lorsqu'il est désigné, ce jour-là, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Alain Griset doit faire état de son patrimoine. C'est la loi. Une déclaration contrôlée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui va s'apercevoir que le nouveau ministre a omis quelques biens, et notamment un compte d'épargne en action d'un montant de 171 000 €, sur lequel était déposé de l'argent appartenant en fait au syndicat patronal dont il était jusque-là le président. La justice y voit une volonté de dissimulation. Il est condamné à 6 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité avec sursis. Surtout, le tribunal a prononcé une peine d'inéligibilité avec sursis. C'est-à-dire que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de le déclarer inéligible de façon ferme. Emmanuel Macron salue ce soir l'action de son ministre. À titre personnel, je suis très triste qu'Alain Griset quitte le gouvernement. Je pense qu'il a fait un travail excellent auprès de nos artisans, de nos commerçants, de nos indépendants, et je veux l'en remercier. Les institutions continuent, le travail continue. Mais certains députés soulignent l'accumulation de démissions qui touche ce quinquennat. Depuis la création des gouvernements de cette mandature, M. Griset, je crois, est le 8e ministre qui démissionne parce qu'il a des problèmes avec la justice. Ça fait beaucoup. On ne s'improvise pas ministre. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, déjà ministre du Tourisme, qui reprend les dossiers d'Alain Griset et la responsabilité des petites et moyennes entreprises. Nous vous l'annoncions hier, l'individu interpellé alors qu'il embarquait à bord d'un avion à Paris n'est pas le suspect recherché dans l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Riyad avait démenti dès hier son identité. Après vérification, les autorités françaises l'ont donc remis en liberté. Un homonyme. Le Saoudien arrêté mardi à l'aéroport parisien de Roissy-Charles de Gaulle s'appelle bien Khaled Al-Otaibi, mais il ne s'agit pas de l'homme soupçonné de faire partie du commando venu de Riyad à Istanbul en octobre 2018 pour assassiner le journaliste Jamal Khashoggi à l'intérieur du consulat du Royaume. Après 24 heures de rétention judiciaire, la police aux frontières l'a donc relâché. Les vérifications approfondies relatives à son identité ont permis d'établir que le mandat ne s'appliquait pas à cet homme qui a été remis en liberté. L'Arabie saoudite a affirmé qu'il s'agissait d'une personne portant le même nom déjà quelques heures après l'interpellation sur le sol français. Le passeport présenté au moment d'embarquer pour un vol à destination de Riyad avait pourtant bien déclenché une alerte liée au mandat d'arrêt international émis par la Turquie. Ce n'est pas une enquête française, c'est une enquête internationale et qu'évidemment nos services se conforment à nos obligations avec Interpol. Et à ce titre, une notice rouge, comme on dit, a été émise par la Turquie, qui a conduit effectivement à une interpellation. Le meurtre et le démembrement du journaliste et opposant Jamal Khashoggi avaient provoqué une crise profonde entre l'Arabie saoudite et ses alliés occidentaux. Face aux accusations notamment de la CIA, le prince héritier Mohammed Ben Salman a toujours nié être le commanditaire de ce crime. La justice saoudienne a condamné 8 membres présumés du commando, dont 5 à la peine capitale, ensuite commués en peine de prison. Il avait été prévu, voilà 33 ans dans les accords de Matignon. Le troisième et dernier référendum sur l'indépendance va avoir lieu ce dimanche en Nouvelle-Calédonie. Explication Nathalie Nouzière. C'est cette poignée de main en 1988 qui a tout décidé. Pour Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, c'est une reconnaissance mutuelle historique. À travers eux, les Kanaks, peuple premier de Nouvelle-Calédonie, et les descendants des colons et des bagnards déportés sur le Caillou, acceptent de construire un avenir commun. Un processus de décolonisation commence avec les accords de Matignon négociés par le Premier ministre Michel Rocard. Le territoire vient alors de vivre 4 ans d'une guerre civile qui ne disait pas son nom. 4 ans d'affrontements entre indépendantistes, anti-indépendantistes et forces de l'ordre. Pour y mettre fin, les accords de Matignon décident notamment qu'un référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie sera organisé. Nous devions savoir donner, savoir pardonner. Je pense que l'avenir saura reconnaître que ces accords ont constitué un pas important.
1998, 10 ans plus tard, nouvelle poignée de main entre Jacques Lafleur, Auquamitan et Lionel Jospin. C'est l'accord de Nouméa. Il prévoit qu'il sera possible d'organiser 3 référendums successifs. Les 2 premières consultations ont lieu en 2018 et 2020. Le non à l'indépendance l'emporte par 2 fois, mais l'écart se resserre. Le oui progresse de plus de 3 points. Le dernier référendum aura lieu le 12 décembre. Les indépendantistes demandaient un report du vote à cause de la crise sanitaire liée au Covid. Le gouvernement ayant maintenu la date, le FLNKS a décidé de ne pas y participer. Dans l'accord de Nouméa, ce dernier référendum avait été conçu comme décisif pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Il risque maintenant d'ouvrir une période d'incertitude. C'est le français Eiffage à qui l'on doit l'étoile de verre qui surplombe désormais la Sagrada Familia. La plus grande des 9 tours vient d'être inaugurée ce mercredi à Barcelone. Sa silhouette extravagante est indissociable de Barcelone et de la Catalogne, tout comme ces grues géantes qu'il suffit de chercher au loin pour la localiser. La Sagrada Familia, c'est l'histoire d'un chantier éternel, d'un chantier obsessionnel pour celui qui l'a commencé en 1883, l'architecte moderniste Antoni Gaudí. Et voici la 9e tour sur les 18 que comptera la Sagrada, inaugurée ce mercredi, celle de la Vierge Marie, reconnaissable avec sa gigantesque étoile de verre et d'acier. Elle fait la fierté de Jordi Fauli, l'architecte en chef du monument, et peut-être l'homme qui achèvera le chef-d'œuvre de Gaudí. Lorsque je suis arrivé, la construction avait commencé seulement sur 3 colonnes. Celle de la partie ouest, elle faisait 10 mètres. La Sagrada Familia, c'est des travaux qui se sont étalés sur près de 140 ans. Gaudí s'y consacre pendant 4 décennies, jusqu'à sa mort en 1926, percuté par un tramway à la sortie de son chantier. Une œuvre presque vivante qui fait la fierté des Catalans. Près de 5 millions de visites en 2019, avant sa fermeture au public avec l'arrivée de la pandémie. On a dû arrêter les travaux, on n'a eu quasiment aucun visiteur pendant 1 année. Il y a eu des donations, mais sans les revenus du tourisme, l'avenir s'est beaucoup assombri. Les architectes espéraient terminer l'ouvrage en 2026, date du centenaire de la mort de Gaudí, un objectif qui semble aujourd'hui compromis. Comme chaque année en cette saison, Lyon accueille la Fête des Lumières, début aujourd'hui, un événement qui devrait attirer plus d'1 million de spectateurs sur 4 jours, alors que l'élection 2020, elle avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire. Une équipe de France 2 a pu assister hier aux dernières répétitions, visite guidée en avant-première avec Denis Sébastien, Étienne Prigent et Philippe Lévesque. Elle signe son grand retour après avoir été annulée l'an dernier, dans un tourbillon de couleurs et d'envie. Que serait Lyon, notre belle ville de Lyon, sans la Fête des Lumières? On attend avec impatience de pouvoir voir ce qui est annoncé, d'autant plus que ce qui est annoncé, ça a l'air grandiose. Ils étaient déjà nombreux malgré la pluie hier soir à assister aux répétitions. Incontournable, la cathédrale Saint-Jean. Pour cette édition, une projection contemporaine, 2 ans de travail et une première participation pour l'artiste. On parle du regard, on parle de l'illusion d'optique, on parle de la lumière et on parle surtout de l'œil comme le berceau des illusions. Les retours publics sont déjà là lors des tests, donc on a vraiment hâte de découvrir la foule et le rapport que le public va avoir à cette œuvre. Une légende aztèque sur les façades de la place des terreaux, où comment un lapin se sacrifie pour sauver l'humanité. Un jeu de perspective, place de la République, comme une respiration, une vague et un rapport presque physique avec le spectateur. Magnifique. Ouais, comme chaque année, splendide. Enfin, chaque année, non, pas l'année dernière, mais ouais, super, vraiment super. J'avais les yeux grands ouverts, regarder les images, la musique aussi, en fait, le son et couleurs, c'est vrai que c'est sympa, même pour les petits, quoi. Ouais. C'est beau, ça apaise, ça fait du bien quand même de voir du monde. La Fête des Lumières maintenue, mais sous condition. Port du masque obligatoire dans les rues dès 11 ans et vente à emporter interdite. Ni crêpes ni vin chaud sur le pouce cette année et des commerçants refroidis par les annonces préfectorales hier.
On apprend la nouvelle la veille pour le lendemain. Donc tous les achats ont été effectués, que ce soit en matières premières, que ce soit en alimentaire. Il y aura un vrai manque à gagner, c'est une certitude. Quelques regrets, mais pas de quoi gâcher la fête. À partir de ce soir et jusqu'à samedi, une seule inconnue, l'affluence. Ces dernières années, les illuminations de Lyon ont attiré jusqu'à 2 millions de personnes. C'est la fin de ce journal. Prochaine édition dans 5 minutes. Restez avec nous sur France 24.